Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Nous sommes en guerre. Qui est mon adversaire? La réforme, oui, la chienlit, non. On rapporte une histoire abracadabrantesque. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous ai compris. Quelle indignité. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Président la bagarre, le podcast qui classe les présidents de la 5ème République selon des critères objectifs, scientifiques, incontestables et surtout très approximatifs. Et pour mener ce travail, je suis accompagné d'Arthur. Salut Arthur. Salut Kylian. Alors Arthur, toi aussi, tu as deux passions un peu bizarres. Ce sont les classements et les présidents de la République. Uniquement Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing. Est-ce que c'est quelque chose que tu indiques sur ton profil, sur les applications de rencontre par exemple ? LinkedIn, tu veux dire ? C'est ça. Tu t'en sers comme d'une application de rencontre ? Bah bien sûr. On vient à peine de commencer ce podcast et tu te révèles déjà aux auditeurs. C'est fantastique. En tout cas, on est ravis de vous accueillir dans ce podcast. Vous allez voir, le concept est assez simple. Dans chaque épisode, on va définir une catégorie, parfois bizarre, souvent absurde, et on va s'amuser à classer tous les présidents du moins bon au meilleur en fonction de la question qu'on se sera posée. Et pour ce premier épisode, on a décidé de classer nos Avengers à nous en fonction de celui qui incarnerait le meilleur méchant d'un James Bond. Mais avant de se lancer, Arthur, peut-être que tu pourrais nous rappeler qui sont les principaux protagonistes de cet épisode, peut-être par ordre chronologique et déjà nous dire combien il y en a. Alors, il y a eu 8 présidents pour la 5ème République. On va se contenter de la 5ème République si ça te va ? Bah, j'ai compté, il y en a 25, toutes républiques confondues, oui, ce sera un peu long. Et Jules Grévy est le meilleur d'entre eux, mais bon, passons à la suite. Donc, on a commencé par le général de Gaulle, qui a fondé la 5ème République suite à la guerre d'Algérie. Il était gaulliste, plutôt de droite, et il a été élu de 58 à 66. Puis ensuite, de 66 jusqu'en 69, où il est parti sur une démission. Il est parti bouder parce qu'il avait perdu un référendum. S'en est suivi Georges Pompidou, son Premier ministre, qui lui aussi était gaulliste, et a été au pouvoir de 69 à 74. Il est décédé d'un cancer alors qu'il était président. Seul président qui est mort en fonction pour l'instant. Pour la 5ème République. Et pour l'instant. Et pour l'instant, oui. Valéry Giscard d'Estaing lui a succédé, c'était son ministre de l'économie. Lui, il était plus divers droite, donc pas gaulliste, mais toujours à droite. Il a été président de 74 à 81, où il a cherché à se faire réélire, mais a perdu contre notre prochain contender, François Mitterrand, premier président socialiste, donc plutôt à gauche de la République. François Mitterrand qui a été au pouvoir de 81 à 88, mais aussi de 88 à 95, carrément. Donc premier président socialiste. Hein. Et le président qui est resté 14 ans au pouvoir, donc le plus long temps de la 5ème République. A suivi Jacques Chirac, qui lui était de droite, qui a été au pouvoir pendant un septennat, de 95 à 2002, et aussi pendant un quinquennat. Il a fait changer la Constitution. Donc il a été au pouvoir aussi de 2002 à 2007. Et en 2007, Nicolas Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur de Chirac, a été élu jusqu'en 2012, lui aussi de droite. Le retour de la droite. Le retour du retour de la droite. Mais en 2012, retournement de situation, François Hollande arrive au pouvoir. François Hollande qui est socialiste et qui sera au pouvoir jusqu'en 2017 où il ne se représentera pas, mais où son ministre de l'économie, Emmanuel Macron, a été élu. Alors Emmanuel Macron qui était ni de droite ni de gauche, donc centriste on va dire. Dans les faits, voilà, plus centre-droit, mais voilà. Qui a fait 2 mandats, donc de 2017 à 2022, et de 2022 à, normalement, jusqu'en 2027, au moment où on enregistre ce podcast. Donc, 8 présidents. 8 présidents, exactement. Est-ce qu'il n'en manquerait pas un président caché, un président bonus ? On ne parle pas d'Alain Poher dans ce podcast. Tu ne veux pas parler d'Alain Poher qui a été président pendant à peu près 2 mois ? 2 fois. 2 fois un mois, effectivement. 2 fois un mois. On ne parle pas d'Alain Poher. Qui a assuré... Pas de Alain Poher. Ok, censure d'Alain Poher. Bon, peut-être un petit disclaimer avant de démarrer, même si on essaiera de ne pas dire trop de bêtises, ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on va raconter. Voilà, ça reste avant tout du divertissement, c'est pas un cours d'histoire ni de politique. Après, voilà, peut-être que vous apprendrez 2-3 petites choses de temps à autre. Prenez ce que vous avez envie de prendre et puis pour le reste, n'hésitez pas à aller envoyer des DM à Arthur. Oui, d'autant plus que je tiens à dire qu'on va classer ces présidents sur l'image qu'ils donnent, pas sur les présidents en eux-mêmes aussi. C'est ça, voilà, c'est un peu plus sur l'image qu'ils dégagent. On voit peut-être un peu comme des symboles de pop culture finalement, un peu comme des héros de BD ou des choses comme ça. Voilà. Et puis surtout, on rappellera régulièrement, pas de politique dans ce podcast, bien sûr, pas de politique dans ce podcast sur les présidents de la 5ème République. Pas de ça chez nous, Arthur. Mais pourquoi tu voudrais mettre de la politique dans ce podcast ? Aucun rapport, on est bien d'accord. Arthur, est-ce que tu es prêt ? Eh bien, c'est parti. Je vais tirer le premier président. Ouais, je te tends le chapeau que nous allons utiliser pour tirer au hasard un nom de président pour les désigner successivement. Et notre premier président dans la catégorie ferait-il un bon méchant de James Bond sera
Georges Pompidou. Pas le plus connu. Bon, alors Georges Pompidou, il y a quand même un petit côté méchant de James Bond dans le fait qu'il a quand même été banquier chez Rothschild, banquier d'affaires. Il s'y connaît en manipulation de rouage politique et financier. Il était officier de renseignement pendant la Seconde Guerre mondiale, là aussi. Il y a peut-être un petit truc. Voilà. Il n'est pas très éloigné du monde de l'espionnage. Ouais, j'irai pas jusque-là, mais oui, voilà. Disons qu'il n'est pas complètement à côté de la plaque. Il a ce côté, je pense, qui irait bien avec un méchant de James Bond, assez artistique. Voilà, c'est quelqu'un qui avait un grand goût artistique, qui en plus a une formation littéraire. C'est clairement le mec que vous pouvez retrouver dans un fauteuil bulle en formica années 70, dans une pièce au ton marron orangé, avec de la moquette sur les murs. Face à un feu de cheminée, il serait de dos. Il serait de dos, il se retournerait, il réciterait un poème en grec ancien. En caressant un chat sans poil. Voilà, il citerait plus tard qu'à James Bond. Il y a quand même un petit style, voilà. Il a aussi ce côté fan de luxe et de voitures de course. Hein. Sa femme était plutôt canon, donc pourrait faire une Bond girl à peu près correcte. On en parlera plus dans notre futur épisode sur les premières dames, hein, mais globalement, il y a quand même un petit quelque chose. Voilà, un petit méchant de James Bond rétro. Le problème de Georges Pompidou, je trouve, c'est qu'il a quand même un faciès assez bonhomme. On a du mal à l'imaginer quand même en vrai méchant, et ça a été un père de famille plutôt aimant, en tout cas de ce qu'on a dit son fils Alain. On a vu des images de lui très amoureux avec sa femme également. Je trouve qu'on a un peu du mal à le mettre dans la peau d'un méchant de James Bond qui voudrait détruire le monde ou qui voudrait conquérir le monde. Après, je suis d'accord que le côté banquier, ça peut coller. On verra qu'il y a d'autres anciens banquiers de chez Rothschild qui ont été présidents et qui aussi pourraient correspondre. Ouais, c'est sûr qu'on a du mal à lui trouver un plan un peu sympa. Après, il aimait bien les grands plans un peu ronflants, là, le plan nucléaire, le TGV, le Concorde, le plan calcul. Mais c'est pas très machiavélique, quoi, Pompidou. Hein. Ça fait pas rêver, quoi. Puis il a pas vraiment un nom de méchant de James Bond, quoi. Je trouve qu'il a un petit peu ce côté Dr No. Il a ce côté un peu artistique, un peu posé. Là, on le voit bien avec son scotch en train d'expliquer son plan à Bond. Même si, il n'y a pas vraiment de plan, quoi. Puis il a l'air trop gentil. Ouais, on peut imaginer des scènes d'action. Il était fan de Porsche, donc peut-être que James Bond va essayer de le retrouver à l'usine Porsche de Stuttgart. Mais ça fait pas rêver non plus, quoi. Faire une course-poursuite à Monaco. Ouais, voilà, une course-poursuite en Porsche. Ça va quand même pas très loin, méchant de James Bond. Ça va pas très loin, mais c'est pas ridicule non plus. Je pense qu'il sera pas si bas que ça. Ok. Bon, pour l'instant, il est tout seul. Donc il est dans premier l'arène. et dernier. Il est premier et dernier, tout à fait. J'ai perçu chez 2 ou 3 ce vilain frémissement des narines qui sentent venir les boules puantes. Prochain président a un sacré concurrent, François Mitterrand. Ah, François Mitterrand, quand même, il y a du level, là. Là, je crois qu'on est sur un vrai profil de méchant, en tout cas tel qu'on peut l'imaginer, tel qu'on peut le percevoir, puisque François Mitterrand dégage quand même cette image de personnage froid et manipulateur. Il y a quand même un élément important de sa vie, qu'il a eu une double vie. Il a une vie cachée, puisqu'il a eu une enfant cachée qui l'est restée pendant très longtemps. Donc je trouve que ça, c'est un élément qui peut être caractéristique d'un antagoniste dans un film d'action de James Bond. Voilà, le visage, le côté pile de mon père de famille, de l'homme lettré, etc. Et puis le côté face, à avoir comme ça, voilà, une vie cachée, une maîtresse. En termes de psychologie, je trouve ça intéressant pour un personnage de fiction, un antagoniste. Ouais, non, puis il a vraiment ce côté glacial, ce côté manipulateur, qui est plein de morgue et de mépris pour Bond. Tu vois, on l'imagine bien se promener avec ses sbires qui tiennent James Bond en joue, se promener dans un étang brumeux dans la Nièvre, où il leur explique le plan à James Bond, mais tout en lui crachant son mépris au visage. Avant que de dire à ses sbires, je suis très déçu. Il disparaît. Et en fait, tu vois, pour moi, Mitterrand, il a ce côté... Attends, mais faut-moi l'imitation. Je suis très déçu. Je suis très déçu. Non. Il y aura beaucoup d'imitations dans ce podcast. Ouais, je suis désolé. De mauvaises imitations. Beaucoup seront coupées, d'ailleurs. Exactement. Non, pour moi, Mitterrand, il a ce côté un peu méchant de James Bond qui fait... Quand les larbins essaient de tuer James Bond mais ratent, il va les avoir en entretien, il va dire « Je suis un petit peu déçu par ça, mais enfin bon, je vous rassure, je vais vite oublier cette déception. » Et le larbin se fait tuer derrière, tu vois, vraiment le mec qui est jamais à côté de la violence, mais qui dégage une aura... Pour revenir aussi dans sa présidence et dans le réel, il est quand même lié à une vraie affaire d'espionnage, puisque... peut-être tu peux nous parler de l'histoire du Rainbow Warrior. Oui, voilà, il l'aurait fait. Son ministre de l'Intérieur, je crois, à l'époque, Charles Hernu, a fait exploser un bateau de Greenpeace
par la DGSE. En fait, les Greenpeace voulaient voguer vers la Polynésie française, où la France avait repris des essais nucléaires. Donc ce bateau a explosé en rade d'Auckland. Et donc on soupçonne que Avec un c'était commandé par François Mitterrand. Alors, on sait que ça a été commandé par la France et par la DGSE, et rien n'a pu le remonter jusqu'à François Hollande. François Mitterrand. Oui, Mauvais oula. François. Ouais, mauvais François. Mais dans les faits, rien n'a pu remonter officiellement jusqu'à François Mitterrand. C'est quand même un move de méchant de James Bond. Mais je te dis, Mitterrand, je pense qu'il va aller très très loin. Hein. Le seul truc qui va pas avec lui, je trouve, c'est ce côté un peu... sa base secrète, où est-ce que tu veux qu'elle soit ? T'as Jarnac, en Charente, c'est pas... Non, hein. Qui irait chercher le méchant de James Bond Dans la Nièvre ? dans la Nièvre? Ouais, C'est mais l'endroit Jarnac, c'est pas parfait. dans la Nièvre. C'est comme la Corrèze, c'est l'endroit parfait où se planquer. Ouais, mais non, mais il faut un peu de cachet, quoi. T'es méchant de James Bond, quoi. Là, ça fait pas rêver, quoi. Il est pas à Monaco, il est pas à Hong Kong, il est pas à Rio, quoi. Il est dans la Nièvre. Je trouve que ça va le desservir, François Mitterrand, ce côté un peu franchouillard et pas hyper exotique, quoi. Après, il a quand même cette caractéristique que c'est un personnage qui arrive à s'adapter facilement, à se fondre un petit peu dans la masse, à louvoyer comme ça entre les différentes affinités, entre les différentes fidélités politiques. C'était quand même un fin stratège politique, ça, on peut le dire. Ouais. Mais moi, en fait, je le vois bien, il me fait penser au méchant d'un mauvais James Bond, mais au méchant dans Quantum of Solace, qui est hyper, un peu pareil, quoi, qui est hyper C'est un froid. Français d'ailleurs, je crois, Mathieu Amalric. Mathieu Amalric, c'est ça. Ou alors, pour inverser, il me fait penser au méchant dans Tuer n'est pas joué, avec Timothy Dalton, un général russe, il me semble, qui veut passer à l'ouest, et en fait, on apprend à la fin que c'est lui le traître depuis le début. Et il y a un peu ce côté avec Mitterrand où on pense qu'il est gentil jusqu'au début, et jusqu'à ce que on se rende compte qu'il a un plan machiavélique avec tous ses anciens potes vichistes des années 40. On pense qu'il est gentil. Peut y avoir un doute. Mais disons que je pense que Mitterrand va quand même marquer pas mal de points. Oui, je pense qu'on peut le mettre devant Pompidou. On va le mettre devant Pompidou, et avant qu'il y ait un autre président qui le dépasse, je pense qu'on a un peu de temps. On va voir. On ne sait pas qu'on est tombé dans un tel degré de vilainie. Et notre prochain contender sera... Charles de Gaulle. Le général. Bon, normalement, lui, il n'y a pas besoin de le présenter. Non. Que dire sur le général de Gaulle en méchant de James Bond? Il coche quand même pas mal de cases militaires. Il n'y a pas tant de méchants de James Bond que ça qui sont des dictateurs ou des militaires. Il y en a un. Alors, dans Vivre et laisser mourir, il y a un dictateur d'une île caribéenne. Si, il y a le colonel... Alors, ouais, mais souvent, c'est des colonels du renseignement. C'est pas des vrais militaires, quoi. Enfin, des vrais militaires. C'est pas des militaires de... Ne nous met pas à dos les colonels. C'est vrai. et l'armée. Non, mais voilà, ce sont pas des militaires d'active. Ce sont souvent des mecs de renseignement, des espions plus qu'autre chose, quoi. Ce que je trouve hyper intéressant, moi, avec la figure de Gaulle, c'est que lui-même en avait plaisanté en disant je suis trop vieux pour pour entamer une carrière de dictateur. Mais il y a un monde où De Gaulle, il vire comme Franco en Espagne et ça devient un dictateur. Il prend le pouvoir et il le lâche plus derrière, quoi. Ouais, et puis là, il y a un scénario de James Bond déjà écrit, hein. C'est-à-dire qu'il est De Gaulle avec son arme nucléaire. Franchement, le scénario de James Bond s'écrit tout seul, hein. Je crois au Dark De Gaulle, dans cette dystopie où De Gaulle devient un dictateur et... Ouais, il a un bunker secret sous l'église à Colombey, les deux églises, justement, où il cache les armes nucléaires françaises pour détruire le monde, et James Bond doit intervenir. Alors, en plus, De Gaulle, il a des sous-fifres sympas, tu vois, il a tout le sac avec lui, le service d'action civique, où on a quand même un bon niveau de barbouze. Il y a quelque chose, même si je trouve qu'il y a deux choses qui vont le faire baisser dans le classement, De Gaulle. Il y a ce côté un peu trop cash, un peu trop militaire, quoi. C'est-à-dire que De Gaulle, lui, on avait dit avec Mitterrand, la violence se fait dans son dos, voilà. De Gaulle, il y a un sous-fifre qui lui a mal parlé, il lui éclate la tronche, hein. Et la scène finale, c'est d'ailleurs De Gaulle torse nu qui se bat contre James Bond, quoi. Oui, il va pas faire deux plans un peu tarabiscotés. C'est ça, ouais. De Gaulle, il est cash, hein. De Gaulle, il est pas là pour évider les fraises. Il y a quand même... Pourquoi ? Pour évider les fraises. Évider les fraises. Ouais, comme ça. Tu viens de l'inventer. Oui. D'accord. Et non, il y a un point qui est très intéressant sur lequel je voulais revenir, c'est que quand même, l'arme nucléaire. Oui, non, l'arme nucléaire, c'est... De Gaulle, il a la bombe atomique. Je veux dire, c'est le plan rêvé, une arme de destruction massive, c'est le plan rêvé pour tout méchant, quoi. Exactement. Mais je te dis... Et il a un deuxième point. Ouais. Il déteste les Anglais. Oh, j'y ai pas pensé. Ah bah oui. Non mais oui, ok, d'accord. Ok, il marque un très très gros point, là. Ah quand oui. même. Si on doit le classer, moi, je le mettrais au-dessus de Pompidou sans réfléchir. Sans réfléchir. Devant Mitterrand. Et c'est là où ça va être compliqué, tu vois, c'est pas le même style. Ouais. Je trouve vraiment qu'il a ce côté trop cash. En fait, il va pas avec James Bond. Pour un film d'action, je serais 100% d'accord pour le mettre en méchant. Typiquement dans Commando ou quoi que ce soit. De Gaulle direct premier. Mais dans un James Bond, comme on l'a dit, il n'y a pas beaucoup de méchants qui sont des dictateurs militaires ou ce genre de choses, quoi. Il n'est pas assez retors. Voilà, il manque ce côté retors que Mitterrand a et qui lui fait gagner énormément de place. Eh ben, on va le mettre entre Mitterrand et Pompidou. Voilà.
Mais je pense qu'il va quand même rester assez haut. Mais rassurez-vous, un jour, je ne manquerai pas de mourir. Et le président suivant a des grosses lunettes Aviator. Ah, Manu. Emmanuel Macron. Bon, alors Manu, c'est pas le même style, hein, mais je pense que ça peut marcher. Bah, pour moi, clairement, c'est le chiffre. Le chiffre ou le méchant dans Dangereusement Vôtre, Max Zorin, qui est un mec de la Startup Nation, de la Silicon Valley, qui est un dirigeable, qui veut dominer le monde avec son plan technologique. Oui, il peut être un peu un méchant à la techno-bro, comme genre Elon Musk. Tellement. Mais bah, après, on est d'accord, hein, ça peut être le chiffre ou un techno-bro, mais voilà, un mec de la tech, sûr de lui, le monde lui appartient, il en fait ce qu'il veut, il est banquier d'affaires en plus. Donc là, ça marque des points. Lunettes d'Aviator sur le nez. Et puis en plus, moi je trouve qu'il a un petit côté, Manu, c'est que quand tout marche bien, il y a le sourire et on a l'impression qu'il est en contrôle. Mais dès que ça foire un peu, on sent que c'est le mec qui est pas habitué à ce que ça marche pas. Pour une fin de film, genre James Bond a fait sauter son super ordinateur qui veut dominer le monde. Il s'énerve d'un coup, et là il part en combat de boxe, parce que Manu aime bien la boxe, avec ses lunettes Aviator contre James Bond. Et ça peut marcher là. C'est vrai qu'il se fantasme un peu en bad boy, j'ai l'impression. Enfin, entre les lunettes Aviator, les photos de lui avec des gros biscottos qui met avec des photos de boxe là. Ouais, avec son casque d'aviateur et tout. Non, franchement, il a ce côté techno-bro, et il a ce côté un peu bad boy. Je pense que Manu, il peut être bon. Puis il a ce truc de cette ascension fulgurante, c'est-à-dire que le gars, 6 mois avant l'élection, ou 9 mois avant, il est personne, tout le monde se fout de sa gueule. Et le gars, il prend tout le monde à revers, et limite, ça pourrait presque alimenter des délires de conspiration, il a été mis là par une organisation secrète qui contrôle le monde. Moi, le seul problème que j'ai avec lui, c'est... Qu'est-ce que c'est son plan, en fait à dominer le monde Oui, bah, après, je veux dire, les méchants de James Bond, ils ont pas non plus des plans sur 5 ans, ouais, 3 oui, étapes. peut-être, ouais, mais oui. Non, moi, si je devais lui trouver un point négatif, c'est peut-être son âge. Il est un peu jeune. Même si on a déjà eu des jeunes méchants de James Bond, je pense à Rami Malek par exemple dans No Time to Die, mais bon, il a quand même ce truc un peu, alors de moins en moins, je suis d'accord, mais le Macron de 2017, il fait un peu genou pour faire méchant. Mais moi je trouve que justement ça va pour son côté un peu techno-bro, le monde m'appartient, tu vois. Je trouve que justement ça joue dans son archétype de méchant, et que s'il était plus vieux, ça marcherait moins bien. Ok, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur Emmanuel Macron ? Bah, j'essaie de réfléchir à des lieux et des scènes qui pourraient avoir lieu dans James Bond contre Emmanuel Macron. Bah, au Touquet ? Ouais, non, mais le Touquet, ça peut être pas mal. Le casino du Touquet, des trucs comme ça, ouais. Exactement, le casino du Touquet. Ouais, à Davos aussi, il aime bien y aller. Ça peut être sympa, il y a du ski, il peut y avoir des trucs. Parce que Brégançon, ils y vont tous. Donc ouais, mais voilà, regarde. Il rencontre avec James Bond, il arrive à Brégançon, en jet ski. Il fait « Ah, Monsieur Bond !» Ils font une course de jet ski. Comment tu imites Macron ? J'ai juste dit à Monsieur Bond, mais oui. Ah, Monsieur Bond. Putain, c'est dur. Je vais tous les faire. Ouais, malheureusement, ouais. Le but, c'est que les gens continuent à écouter le podcast, pardon. en fait. Non, mais ouais, ok. Je pense que Manu, il y a quand même quelque chose. Alors justement, ils sont 3 pour l'instant. Donc, est-ce que tu mets au-dessus de Pompidou ? Ça fait chier parce que j'aime bien Pompidou avec son style très rétro. Je sais bien que t'aimes bien Pompidou. T'as un poster de Pompidou dans ton salon, je veux dire. Non, Pompidou est trop... En fait, Pompidou, il a le côté banquier d'affaires aussi, mais Macron a le côté plus jeune et jeune requin, tu vois, que Pompidou a pas. Pompidou est trop bonhomme. Bon, allez, on le met devant Pompidou. Est-ce qu'on le met devant De Gaulle ? Je pense que oui. On va pas être d'accord là. On va pas être d'accord. Moi je pense que De Gaulle fait pas un bon méchant de James Bond. J'hésite. Moi je le mettrais bien derrière De Gaulle quand même parce qu'il a ce côté... Moi je te dis, je suis dans ce délire de Dark De Gaulle quoi. Dark De Gaulle en dictateur et on est obligé d'envoyer James Bond pour se débarrasser. Après j'entends ce côté que c'est pas vraiment comme ça que fonctionnent les James Bond. C'est plutôt des gens plutôt en retrait. C'est ça, ouais, voilà. Tu vois, c'est ça. C'est pour ça que je trouve que De Gaulle fait en soi un excellent méchant, Dark De Gaulle. Mais dans un James Bond... Comme tu dis, c'est plus en retrait, quoi. James Bond, il va pas aller tuer le dictateur d'un pays, quoi. Bon, allez, je te l'accorde. Ouais. Macron en 2e position derrière Mitterrand, mais devant De Gaulle et Pompidou. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Et avant d'aller plus loin, Arthur, je voulais te proposer un petit jeu. Est-ce que ça te tente ? J'adore les petits jeux. Très bien. Donc, j'ai trouvé quelques citations que je vais te lire, et c'est à toi de me dire si elles viennent de méchants de James Bond ou de présidents de la République. Et pour rendre la chose un peu plus difficile, je vais les lire avec un accent russe absolument atroce, comme tout bon méchant de James Bond qui se respecte. C'est-à-dire que les bons méchants de James Bond ont un accent russe ou ils ont un accent russe atroce comme toi ? Ils ont tous un accent russe, atroce, généralement. Et attention, il y a des petits pièges, mais je sais que tu es très fort. Allez, première phrase. Ce qui fait la crédibilité d'une ambition, c'est le prix personnel qu'on est prêt à payer, Mr. Bond. Qui a dit ça ? Alors ça sent le président. Mais alors lequel ? La crédibilité d'une ambition, le prix personnel ? Sarkozy ? C'est une bonne réponse, c'est Nicolas Sarkozy. Eh ben. Le monde est plein de gens qui croient être Napoléon
ou Dieu, Mr. Bond? Je vais dire un méchant de James Bond, mais je ne sais pas lequel. C'est Dr. No. Ah, Le film James Bond contre Dr. No, en 1962. le premier. Nos asiles sont pleins de pauvres types qui croient être Napoléon. Ou Dieu. L'entraînement est utile, mais rien ne remplace jamais l'expérience. Ouais, Chirac. Eh bien non, c'était le colonel Rosa Klebb dans Bon baiser de Russie. L'entraînement est utile, mais rien ne remplace jamais l'expérience. Lorsque j'engage un combat, il ne me vient pas à l'idée que je puisse le perdre, Mr. Bond. Lorsque j'engage un combat, il me vient pas l'idée. Ça sent du Sarkozy, ça? Presque, c'était Jacques Chirac. Presque. T'es pas gentil avec Jacques, quand même. Hein. Ou avec Nico, je sais pas. Les noms, c'est pour les... Pardon. Quel On va y énorme arriver. relou. Ouais. Les noms, c'est pour les pierres tombales, Mr. Bond. Bah, méchant de James Bond. Je vois pas quel président aurait pu dire ça. C'est Mr. Big dans Vivre et laisser mourir. Ah, bah, celui qui est dictateur, ok. Les noms, c'est pour les pierres tombales. Et il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison, Mr. Bond. Oh, ça, c'est méchant de James Bond, ça. Ça doit être un truc du genre Blofeld ou je sais pas quoi. Presque, c'était Valéry Giscard d'Estaing. T'es sérieux? Est-ce qu'on peut avoir un peu de contexte? Parce que c'est terrifiant. Je l'ai plus là, mais je l'ai entendu dans une décla qui est assez connue d'ailleurs. Il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. Ah, mais VGE, fallait pas le faire chier. Ah ouais, non, mais tu sens que lui, la DGSE, il déconnait pas avec. Hein. Si on ne rejette pas le monde, il faut vouloir le conquérir, Mr. Bond. Ouais, mais ça, c'est bon de ça. Ça, c'est un méchant, ça doit être... Le mec de Demain ne meurt jamais. Allez. Mais non, pas du tout, c'était François Mitterrand. What the fuck? Attends, Mitterrand, il y avait un... Quoi? Si on ne rejette pas le monde, il faut vouloir le conquérir, a-t-il dit, l'a-t-il écrit dans son livre La paille et le grain, sorti en 1975. Ah, donc il était même pas président, quoi. Il invite à ne pas rester passif face aux défis du monde. Et à conquérir le monde, quand même. Ouais, voilà, donc peut-être qu'il regagne des points. Il est premier du classement actuellement ou pas? Ouais, bah on va le laisser, hein. J'ai pas envie de l'emmerder, là. C'est un jeu difficile, hein, quand même. Ce qui en dit long, je trouve, sur le président. C'est terrifiant sur certains présidents, quand même. Hein. Adieu. Il y a dans ces mots, je le confesse, un sentiment d'éternité que je trouve assez plaisant, Mr. Bond. Mon accent est de pire en pire. Ouais, ton accent devient... mais on va continuer. Ça ressemble à du Mitterrand, mais je suis un peu... Allez, Mitterrand. Et non, c'est Karl Stromberg dans L'espion qui m'aimait. Adieu, monsieur Bond. Il y a dans ce mot, je vous le confesse, un parfum d'éternité que je trouve assez plaisant. D'accord. On ne peut rien contre la volonté d'un homme, Mr. Bond. Oh, ça doit être du Sarkozy. Ah non, c'était François Mitterrand. Dans le documentaire Conversation avec un président, sorti au milieu des années 90. Mais c'est que des citations de Mitterrand, en fait, ton truc. Et de dictateur. C'est fou, hein, en fait, on se trompe. On peut rien contre la volonté d'un homme. Allez, vous les Britanniques pervers, comme vous aimez l'exercice, Mr. Bond. Qui c'est qui aime pas les Anglais et le sport? De Gaulle? Et c'était un piège, c'était Blofeld au service secret de Sa Majesté. Mais c'est vrai que De Gaulle aurait pu le dire. Ah bah oui, non, il dit du mal des Anglais et du sport, non, c'est De Gaulle, hein. Vous les Britanniques pervers, comme vous aimez l'exercice. Allez, une dernière. Carla et moi, c'est du sérieux, Mr. Bond. Ah, mais Carla, c'est le chef des agents secrets dans John le Carré, c'est le mec du KGB. Ça doit être Sarkozy, ça. Eh oui, c'est Nicolas Sarkozy. Bravo, c'était pas facile. Hein. Ah, le dernier, c'était un piège. Avec Carla, nous avons décidé de ne pas mentir. Et puis vous l'avez compris, c'est du sérieux. Et le prochain président est Nicolas Sarkozy. On en parlait justement. Moi, je le trouve bien, le petit Nico, pour deux raisons. Déjà, le bling-bling. Sans déconner, bling-bling complet. Il y a ce côté yacht. Il y a ce côté, tu peux le trouver à Dubaï, sur la Côte d'Azur, à Miami, ou dans le désert libyen. Franchement, déjà, le film s'écrit de lui-même rien qu'avec ça. Il a une James Bond girl à côté. Enfin, il a Carla qui peut quand même passer pour une James Bond girl facilement. Il a des sbires quand même plutôt sympas. Hein, Il a une bonne équipe de sbires. Vraiment qui font des méchants, des boss de milieu de niveau. Non, pour moi, Nico, le James Bond s'écrit tout seul. Alors après, il est un peu plus grand guignolesque et moins glacial que d'autres, tu vois, mais il y a quand même des trucs. Hein. Moi, j'imagine la scène. Hop, Côte d'Azur, sur un yacht. Carla en train de prendre le soleil sur le yacht. Nicolas Sarkozy à côté avec ses chaînes en or. En jouant de la guitare. Nicolas Sarkozy avec sa chaîne en or, là, comme ça, qui voit apparaître James Bond tenu par Brice Hortefeux et Nadine Morano. Et ah non, franchement, déjà là. Ah ouais, non, c'est déjà écrit. On a déjà le pitch, là. Viens, on appelle Brocoli et on leur revend. Je pense que si on leur vend Nicolas Sarkozy comme acteur principal, il cherche d'ailleurs en ce moment, j'ai vu ça. Ouais. Bah alors après, faut que ça reste en France, je crois, si on veut filmer, à cause du bracelet. Ah oui. Faut pas trop s'éloigner. Il faudra bien définir les dates de tournage.
Oui, aussi, ouais, faut faire attention. Mais il va peut-être écrire un livre, Journal d'un acteur. On pourra lui demander d'écrire le scénario, peut-être. Bon, en tout cas, voilà, Nicolas Sarkozy, pour moi, il a ce côté exotique, il a ce côté bling-bling, il a ce côté over the top, il a des sbires, il a une James Bond girl. Il n'y a pas de plan, à part s'en mettre plein les fouilles, je sais pas. T'as une idée de plan Souvent, les méchants, c'est soit conquérir le monde, soit s'en mettre plein les fouilles, soit les deux en même temps. Donc, je pense qu'il serait pas contre conquérir le monde. Hein. C'est vrai. Après tout, tous ceux qui veulent conquérir le monde, venez chanter, venez danser. Oh, putain. Bam. Tu l'as fait oublier le lip dub de l'UMP, hein. Je l'avais oublié celui-là. Avec d'ailleurs Nadine oui. Morano. Hein. Bien sûr. Ouais. Pour un méchant de James Bond, je pense qu'il coche pas mal de cases. Il y a le côté un peu retors aussi, le côté un peu faire des manipulations, faire des plans un peu foireux aussi. Je suis d'accord. Il y a aussi ce côté, tu vois, manipulation internationale. Après, il y a quand même un truc. Ouais. C'est que normalement, les méchants dans les films, ils finissent pas en tôle. C'est soit ils meurent, soit ils s'échappent. Mais bon, ils finissent pas juste tout nuls en tôle à écrire un bouquin, quoi. Sauf dans Batman, mais... Qui n'est pas James Bond, du coup. Ah bon ? Non. T'as déjà vu James Bond et Batman dans la même pièce ? Ah putain. Ah. Échec et mat. Donc voilà. Il a beaucoup de choses. Est-ce que ça suffit pour le mettre tout en notre classement ? Est-ce que tu le mettrais devant François Mitterrand ? Putain, c'est dur. Il a ce côté exotique, un peu over the top que Mitterrand n'a pas, mais il a pas ce côté... Il a moins le côté froid, manipulateur et rotor. Je suis d'accord. Je le mettrais derrière Mitterrand. Il y a qui derrière Mitterrand ensuite ? Macron. Je pense que ça va devant Macron. Ah ouais, non, ça va devant Macron, ouais. Ok. On va pouvoir tirer le président suivant. Quelle indignité. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison. Il s'agit de Jacques Chirac. Alors Chirac. Chirac, je trouve qu'il a des bons points. Ouais. Il a ce côté un peu sourire carnassier, cette tête de requin. Lui, il est un peu comme Mitterrand dans le sens un peu double facette. C'est-à-dire que d'un côté, c'est un gars qui apparaît très sympa, très affable, tu vois, à taper sur le cul des vaches, il est marrant, manger des pommes, tout ça, mais on sait aussi qu'il est capable de s'affranchir un petit peu de la loi, de trahir un peu ses potes, de jeter sous le bus Alain Juppé, enfin voilà des choses... Enfin, là, encore une fois, c'est de la fiction, hein, bien sûr. C'est de la fiction. Mais ouais, je suis d'accord. Mais moi, tu le mets en lien avec Mitterrand, et je trouve ça intéressant, parce que Mitterrand, j'avais dit que lui, ça pouvait être le méchant dans Tuer n'est pas joué. Et pour moi, Chirac, c'est justement l'autre dans Tuer n'est pas joué. Celui où tu penses que tout le début du film, ça va être lui le méchant, et en fait, il redevient gentil. À la fin, il aide James Bond à la fin. Le colonel du KGB où tu penses que c'est le méchant. Disons que s'il devait être un méchant dans un film... Il est trop sympa. Il a l'air trop sympa pour être un méchant. Il est moins... un méchant de James Bond qu'un méchant d'un film de mafia, tu vois. Oui, c'est ça, ouais. Genre un parrain de la pègre. Moi, je le vois plus comme un parrain de la pègre, tu vois, quand tu trouverais en train de manger une tête de veau dans l'arrière-salle d'un restaurant avec sa petite serviette à carreaux. Et là, on lui amène un gars qui est censé bosser pour lui, mais qui l'a trahi, qui a donné des infos à un autre. Et juste d'un coup de fourchette ou d'un coup de couteau, il désigne à ces mecs de le tuer et puis lui, il continue de manger comme ça, tu vois. Ouais, je suis d'accord, mais encore une fois, la tête de veau et la Corona, c'est un peu beauf, quoi. Des méchants de James Bond très très beaufs, il y en a pas beaucoup, quoi. C'est vrai. Non, et puis, pour moi, il est trop sympathique. Pour moi, vraiment, c'est le mec, tu vas penser tout le début du film que c'est lui le méchant, et en fait, à la fin, tu te rends compte qu'il y a un autre méchant plus méchant que lui, et il se rend compte que c'est pas bon pour les affaires, et il aide James Bond, quoi. Moi, ce que je vois, c'est James Bond qui le rencontre à Tokyo pendant un match de sumo. Si, bah regarde, attends, Jacques Chirac était fan de sumo, tu vois, et genre, il se rend compte comme ça, et à la fin du match, Chirac part, et hop, James Bond se fait attaquer par les sbires Yakuza de Chirac, tu vois. C'est quand même sympa. Après, le problème, c'est que c'est un peu limité, c'est-à-dire que les autres scènes, c'est quoi ? C'est au salon de l'agriculture, où il se fait poursuivre par des vaches radicalisées pour Chirac, je sais pas. Ça fait moins rêver. Ça fait moins rêver. C'est le problème de Chirac, pour moi, c'est qu'il y a 2-3 trucs qui sont très forts, et en méchant, et le côté Japon, c'est très bien. Mais le reste... Mais voilà, pour moi, Chirac, il est bien en faux méchant. Après, il a des sbires intéressants aussi. Ah bah il a Nicolas comme sbire, qui est quand même sympa. Il a Charles Pasqua. Ah ouais, mais là, c'est même plus un sbire à ce stade-là. Il faut terroriser James Bond. Ouais. Très bel accent corse. Et du coup, où est-ce que tu le placerais ? Est-ce qu'on le mettrait devant Pompidou ? Oui, je pense qu'on peut le mettre devant Pompidou. Ah, tu le mettrais devant Pompidou ? Ah, attends, putain. Il est dernier Pompidou, là ? Ouais. Ah la vache, ah ouais, le classement, il est vénère, là. Il y a qui après Pompidou ? Bah, il est dernier, Pompidou. Ah, devant Pompidou ? Devant Pompidou, il y a qui ? Il y a De Gaulle. Ça me fait mal, mais presque je le mets derrière Pompidou, moi. Ouais, je suis d'accord.
Pompidou, ouais, Après, voilà. Pompidou, il fait pas méchant non plus. Il fait pas méchant, mais il y a le côté banquier d'affaires, le côté luxe, le côté voiture de sport, le côté... Ouais, mais Pompidou, il a pas de sous-fifre. Ah, il avait les restes du sac, mais moins que De Gaulle. Je sais que ça te fait mal au cœur de mettre Pompidou dernier, mais... Putain, mais non, mais Pompidou, j'y croyais, moi, là. Mais c'est vrai que plus ça va, plus... Allez, mettons Chirac devant Pompidou. Je vois que ça te brise le cœur. Ouais, mais... ça me brise vraiment le cœur d'avoir Pompidou aussi. Mais tu sais, on fait ce classement de façon scientifique. C'est pour la France. On est obligé d'être objectif. Tu peux pas laisser vrai. tes sentiments interférer dans ton jugement. C'est vrai. important. C'est vrai. On le fait pour la France. Bah écoute, mettons Chirac en avant-dernier. Je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Et l'avant-dernier de notre classement sera François Hollande. J'ai beau chercher, j'ai cherché pendant des heures. Hein. François, les scènes se passent à Tulle. Il peut y avoir une poursuite en scooter sous la pluie. Bon, il y a Julie Gaillet en James Bond Girl, ça peut le faire. Oui, non, mais bon, écoute, on va pas se raconter d'histoire. Hein. Je pense qu'en termes de méchant de James Bond, c'est le pire. Quoi. Non, mais il est gentil. Deuxième scène, il se fait déjà trahir par ses sbires. Manuel Valls a changé de camp 3 fois déjà. Manuel Valls, là, il y a débat en méchant de James Bond. Ouais, mais là, c'est un sbire, quoi. Ouais. En plus, il a pas l'air fourbe, quoi. Il a pas l'air méchant, quoi. Non, après, il y a, si tu estimes que ne pas être fidèle à sa compagne, c'est être méchant. Mais déjà, ça en disqualifie pas mal dans ce classement. Ouais, et puis dans ce cas, c'est pas James Bond le gentil, quoi. Et voilà, et bon, si l'histoire, c'est la concurrence à choper des meufs avec James Bond, effectivement... Non, mais ouais, voilà, il peut y avoir un truc comme ça. Sur, en fait, il devient extrêmement méchant avec James Bond parce qu'il lui a piqué sa meuf, ou il a piqué la meuf de James Bond. D'accord, peut y avoir un petit truc avec ça. Hollande, je trouve qu'il a ce petit côté, il a l'air gentil et innocent, mais en fait, il peut se montrer un peu plus animal politique, peut-être. Il a tenu le PS suffisamment longtemps, Putain, non, j'essaie de lui trouver des trucs, mais... Pose cette pelle, là, ça sert à rien de creuser, hein. Le trou est déjà suffisamment profond. Ouais, non, mais on va le mettre dernier, Hollande. Hein. Oui, ne tergiversons pas. Je suis sûr qu'il se rattrapera dans d'autres épisodes. Je pense qu'il a beaucoup de talents qui seront mis à contribution pour d'autres classements, mais là, en méchant de James Bond, je pense qu'on peut le mettre tout en bas. Ouais, et puis je pense que là, je sais pas qui c'est qui reste, mais ça peut pas être pire. Je préfère qu'on me fasse des compliments plutôt que des critiques. Eh bien, il s'agit de Valéry Giscard d'Estaing. Là, on revient un peu dans le game, hein. En termes de méchant de James Bond, il y a un peu plus de choses à se mettre sous la dent. Ouais, ça va être rétro. Ça va être méchant style Roger Moore, je pense. Ouais, on peut l'imaginer un peu en technocrate, un peu aristo dans son château. Exactement, avec quand même des scènes dantesques. Par exemple, je sais pas, une scène de ski dans les Alpes, il était fan de ski. Puis ensuite, une scène en haut de la tour Montparnasse. Et enfin, une scène en Afrique, où il était fan de safari. Et un combat à main nue sur le toit d'un TGV aussi. Ça, c'est Mission Impossible. Ah ouais, mince. Lui, c'est quand même le seul président français qui peut avoir sa base secrète dans un volcan. À Vulcania. À Vulcania, dans un volcan d'Auvergne éteint depuis des millénaires. Mais quand même. Et donc, si quelqu'un lui fait une remarque désobligeante ou si un de ses sbires fait une erreur, il peut appuyer sur un bouton et le faire tomber dans la lave. Et ça, c'est quand même plutôt stylé pour un méchant de James Bond, hein, vraiment. Ça, c'est la classe. En termes de plan, en plus, moi j'ai une petite idée de plan. Tu me dis ce que t'en penses. Il veut créer un rayon laser géant qui serait focalisé par des diamants qu'il récupère en Centrafrique. Ah, c'est pour ça qu'il aimait bien les diamants. Et c'est ça. Et en fait, il a kidnappé plein de scientifiques qu'il a mis tout en haut de la tour Montparnasse pour les faire travailler sur ce rayon laser géant qui serait alimenté par la puissance des volcans. D'où le fait que le laser géant soit dans sa base secrète à Vulcania. Ça fait très James Bond quand même. Ça fait très Roger Moore là. Après, je suis pas sûr que les volcans de Vulcania soient hyper actifs. Hein, mais... Et on fait ce comme on peut. Hein. C'est français, hein. Cocorico. C'est vrai qu'il a ce truc. Si on s'intéresse un peu plus à son physique, il a quand même cet aspect de noble châtelain un peu manipulateur. Après, il a aussi ce côté séducteur un peu raté qui lui colle un peu à la peau. Ouais, mais justement là-dessus, est-ce qu'on peut pas imaginer qu'il a kidnappé Lady Di et que James Bond doit à la fin sauver et serrer Lady Di? Alors, juste pour remettre un peu de contexte, pourquoi on parle de ça, c'est qu'il avait quand même écrit un livre, La princesse et le président, dans lequel il fantasme, alors même s'il le nomme jamais Lady Di, il fantasme une relation entre un président de la République et une princesse britannique. Voilà, c'est un livre un peu gênant, on va pas se mentir, un peu cringe, mais voilà, on sent que c'était un tombeur à l'époque quand même. Hein. Oui, un tombeur de je sais pas quoi, mais... Ah si. Moi, je trouve qu'il a un peu ce côté, comme je disais, ce côté séducteur un peu raté de quelqu'un qui aura un peu une revanche à prendre sur la vie, quoi. Genre, Lady Di l'a rejeté, donc du coup, il veut détruire la couronne britannique et James Bond doit s'interposer. Avec un laser géant au diamant de Bokassa. T'as un truc avec les lasers géants, j'ai remarqué. Bah, c'est très James Bond, hein. C'est vrai. Voilà. Bah, ou Star Wars aussi. Mais là, l'épisode, c'est pas le meilleur méchant de Star Wars. Bah, c'est Dark Vador, le meilleur méchant de Star Wars. Ça n'a pas de sens. C'est Dark de Gaulle. Dark de Gaulle, le retour. Avec sa grande cape noire. Ah, mais là, tu me fais rêver. Et il respirait comme ça. L'appel du 18 juin.
Avec Dark Sarkozius et tout, tu peux faire des trucs. Pompidou, je suis ton père. Non. Bref, on s'égare. Mais on le garde pour un prochain épisode. Et ouais, on garde l'idée. Non, mais pour moi, voilà, Giscard, il a ce côté méchant des James Bond, un peu grand guignolesque de Roger Moore. Ceux qui ont pas hyper bien vieilli, que tu regardes un peu au deuxième degré, tu vois, un peu... Dans les vieux James Bond, ouais. Ok, où est-ce qu'on le classe ? Est-ce que je te refais tout le classement et on voit ? Bon, devant Hollande. Devant François Hollande. Bah non, mais oui. Est-ce qu'on le met devant Pompidou ? Ah putain. Oh bah si. Arrête. Ouais, non, ok, il a ce côté rétro et en plus un vrai plan et un vrai côté, il peut être méchant. Okay. Ouais, je pense que ça, c'est... Devant Chirac aussi, je pense. Ouais, aussi, devant Chirac. Devant De Gaulle. Devant, je devrais dire, Dark De Gaulle. Devant Dark De Gaulle. Eh bien, moi, je le mettrais devant Dark De Gaulle. Donc, on arrive déjà au podium. Le podium étant constitué du premier au troisième de Mitterrand, Sarkozy et Macron. Est-ce que tu le mets devant Macron ? Ah putain, c'est chaud. Moi, je le mettrais pas devant Macron. Ouais, parce que Macron a ce côté plus moderne. Et en fait, Macron... Vulcanien ne peut pas tout faire. En fait, je trouve que en termes de méchant de James Bond giscardien, Macron est meilleur. Il a plus ce côté jeune premier qui... Je pense que tu viens de flinguer mentalement la moitié de nos auditeurs avec cette phrase. Voilà, je trouve que dans la catégorie dans laquelle les deux vont boxer, sans mauvais jeu de mots sur notre président, bah ouais, Macron est meilleur. Voilà, Giscard, tu as le côté nostalgie années 70, TGV, Tour Montparnasse, Vulcania, mais... Est-ce qu'on reste là-dessus ? C'est gravé ? Ouais. J'appuie sur contrôle enregistré. Enregistre-moi ça. C'est envoyé aux autorités compétentes. Exactement. Ne parlez pas aux Français de cette façon si blessante pour les autres. Je vous refais le classement définitif. En dernier, celui qui ferait le moins bon méchant dans un James Bond parmi nos présidents, ce serait François Hollande. Rien à dire. Juste au-dessus, Georges Pompidou. Ça me fend le cœur. Puis Jacques Chirac, le général Dark de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, et dans le top 3, en troisième position, Emmanuel Macron. For sure. En deuxième position, Nicolas Sarkozy. Et au top, en première position, la médaille d'or des méchants de James Bond, François Mitterrand. Eh bien, j'espère que François va rester premier sur d'autres classements. Écoute, on va voir. En tout cas, il a du potentiel. C'est le grand écart des François, en tout cas. Maintenant qu'on a effectué ce classement, Arthur, je sais que certains de nos auditeurs doivent être en train de se dire mais ce classement, il est complètement subjectif, moi je suis pas d'accord. J'entends. Et j'ai décidé que dans chaque épisode, nous allions faire intervenir un acteur impartial, objectif, dont personne ne remettra en doute l'intégrité. Et expert. Et expert, bien sûr, et qui donnera à chaque fois son propre classement à comparer au nôtre. Et il s'agit de ChatGPT. GPT, la seule chose que je dis à mon chat. Donc voilà, on va demander l'avis du chat et on va bien voir ce qu'elle va nous répondre. Salut les tocards. Alors on commence avec Emmanuel Macron, évidemment, parce qu'il a déjà ce petit sourire de serpent en costard, prêt à manipuler le monde depuis l'Elysée. Franchement, il ferait un parfait ennemi de James Bond. La violence. Bah oui, c'est pas très gentil, chat, dis donc. Bah, je croyais que les IA, elles étaient pas censées dire du mal de gens, mais là, c'est en visage de serpent. Ouais, c'est pas très gentil avec Manu, hein. Alors, suivant, on a François Hollande, ce bon vieux président au sourire un peu hésitant, mais franchement, avec son air de prof de gym, il serait le méchant parfait qui sous-estime Bond jusqu'au grand retournement final. Aux airs de prof de gym. Oh la vache, ok. Alors, je pensais pas à un prof de gym en voyant François Hollande, hein, honnêtement. En plus, ChatGPT attaque sur le physique, quoi, maintenant. Non, mais c'est une intelligence artificielle, on ne peut pas remettre en doute. Nous, on nous a dit, c'est l'avenir, ils savent mieux que nous. Suivant, on a Nicolas Sarkozy, le pitbull de la politique, qui, avec ses petites punchlines, ferait un méchant complètement imprévisible, un peu comme un magnat de l'armement. Un magnat de l'armement, pourquoi pas ? Ouais, pitbull, oui, ça me paraît pas... Il est très bas, par contre. Hein. Là, en termes de classement, je sais pas ce qu'elle nous fait, mais elle le met bas. Hein. Ouais, c'est vrai que nous, on l'avait mis en deuxième position. Là, il est antépénultième, comme on dit. Ouais, voilà. Alors, suivant, c'est Jacques Chirac, avec son air bonhomme, mais te laisse pas tromper. Il aurait cette classe froide, un peu désabusée d'un méchant qui gouverne dans l'ombre avec un verre de vin. Alors déjà, un verre de vin fake. Une Corona. Une Corona, direct. Allez, suivant, on a Valéry Giscard d'Estaing, avec son allure élégante, presque aristocratique. Il serait le méchant sophistiqué, qui lance des plans machiavéliques depuis un manoir caché. Assez d'accord. Ouais. Moi, ce qui m'inquiète, c'est quand on voit que là, c'est les 4 plus bas dans le classement. Je suis un petit peu inquiet. Et on va voir si Mitterrand est premier chez elle aussi. Suivant, c'est Georges Pompidou. Avec son côté intellectuel et un peu distant, il serait le méchant qui manipule les institutions, derrière des tableaux modernes, un vrai cerveau machiavélique. Je ne l'aurais pas mieux dit. Et je suis d'accord avec Chat.
Dis donc, ChatGPT, elle sauve Pompidou beaucoup mieux que toi, j'ai l'impression. Alors, suivant, c'est Charles de Gaulle. Évidemment, avec son charisme titanesque et cette voix qui porte, il serait le plus grand méchant, presque mythique, qui veut réécrire l'histoire mondiale. Elle a quand même parlé d'un charisme titanesque. On parle de Gaulle quand même. Et enfin, on a François Mitterrand, avec son aura mystérieuse et ses petites allusions philosophiques. Il ferait le parfait méchant qui tire les ficelles depuis l'ombre, avec un monocle et un sourire énigmatique. Alors, un monocle. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on met Mitterrand en premier comme nous. Donc jusque-là, ça colle. Par contre, c'est vrai qu'en termes d'arguments, c'est un peu léger. Mais voilà. Donc pour vous donner le classement, ChatGPT a mis Macron en dernier, avec François Hollande au-dessus, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing. Et dans le top 3, en troisième, Georges Pompidou, en deuxième, le général de Gaulle, et en premier, comme nous, Mitterrand. Donc finalement, il y a des petites différences, mais elle a sauvé pas mal de Gaulle et Pompidou par rapport à nous. Et elle a vachement baissé Sarkozy. Voilà, écoute, on va voir si dans d'autres épisodes, ChatGPT sera aussi pertinent qu'aujourd'hui. En attendant, merci à vous de nous avoir suivis pour ce premier épisode. On espère que ça vous a plu. Et même si votre classement n'est pas le même que le nôtre. D'ailleurs, n'hésitez pas déjà à partager l'épisode, à lui mettre 5 étoiles sur vos applis de podcast préférés et à nous partager en commentaire votre propre classement. N'hésitez pas aussi à nous partager vos idées de sujets. Voilà, et nous, on va regarder tout ça. Et puis, s'il y en a qui nous inspirent, on les fera avec grand plaisir. Et j'en profite aussi pour faire un petit coucou aux collègues du podcast Super Ciné Battle, dont l'un des épisodes nous a inspiré ce concept. Nous, on revient très vite avec un épisode par semaine ou toutes les 2 semaines, on va voir. On sait pas, le mieux c'est que vous vous abonniez pour ne rater aucun épisode. Et Arthur, toi tu reviendras ? Je ne sais pas. On va voir. Ah, tu fais ton mystère, mais je pense que tu reviendras. Est-ce qu'on pourra parler encore plus de Georges Pompidou ? Oui. Et de Giscard d'Estaing ? Oui. Et pas de Alain Poher ? Ça, je peux pas le promettre. Eh ben, on se dit à bientôt pour un nouveau classement. À bientôt tout le monde. Salut. Au revoir. Casse-toi là, pauvre.